Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours et j'espère que vous m'entendez correctement à vos différents niveaux de travail, vos différentes localités. Aujourd'hui, nous allons aborder notre avant-dernier cours sur le séminaire de l'information de santé qui porte donc sur la généralité sur les outils de système d'information géographique et des données sanitaires. Donc, avant de poursuivre, est-ce que quelqu'un ne m'entend pas correctement pour que je puisse voir mes réglages? Sinon, si c'est bon pour vous, on peut commencer. J'espère aussi que vous voyez bien l'écran. Voilà. Et donc, encore une fois, bienvenue à ce cours. Et on va donc parler sur le système d'information géographique et les données sanitaires, donc l'implication ou le rôle des SIG, comme on l'abrège, dans la collecte ou la gestion des données sanitaires. On va voir que c'est des aspects qui sont un peu indissociables parce que les données de santé sont situées dans le temps et dans l'espace et ces systèmes géographiques sont aussi des outils qui permettent de collecter ou de nous situer dans le temps et dans l'espace. Et donc, on va se rappeler de quelques notions sur la thématique et parler de la particularité des données géographiques. Ensuite, lister quelques outils de collecte de données, outils que vous connaissez peut-être déjà ou qui pourront être utiles pour vous si jamais vous avez eu la chance de les utiliser. Malheureusement, ce cours ne pourra pas aborder sur ces outils-là parce que le temps n'est pas suffisant pour vous permettre d'apprendre à les utiliser. Mais j'espère que au moins vous aurez entendu parler de ces outils et ça vous permettra de vous mettre en contexte. Alors, déjà, il faudrait qu'on ne peut pas parler de système d'information géographique sans parler de cartographie. Et la cartographie est comprise comme étant un art de dresser les cartes de géographie. Elle est aussi comprise comme étant un ensemble de techniques d'élaboration, de dessin et d'édition des cartes géographiques et des plans. Donc, c'est comme cela que nous comprenons la cartographie. Il y a différentes notions. Après la cartographie, on est bien de parler aussi de la géomatique, qui est une notion centrale des SIG. Et quand on parle de cartographie, quand on parle d'outils de géographie, la géomatique est une notion importante, capitale, parce qu'elle est beaucoup plus large. Elle couvre l'ensemble des domaines de ce secteur-là. Et cette géomatique est comprise comme étant un ensemble des outils et des méthodes qui permettent d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer les données géographiques. Donc, de la manière dont on peut obtenir ou collecter la donnée géographique, la manière dont on va la représenter, on va l'analyser et aussi on va l'intégrer dans différents systèmes. Tout cela concerne la géomatique. Et c'est ça son secteur d'intervention. Ce mot géomatique est un mot qui est issu de la fusion ou de la contraction de deux autres mots qui sont la géographie et l'informatique. Donc, géo de géographie et matique de informatique ont été fusionnés pour donner la géomatique. Donc, ça montre clairement qu'il s'agit d'un traitement de la géographie par l'informatique, en d'autres termes de façon globale. Donc, c'est comme si on disait informatique de santé, donc l'utilisation de l'informatique dans le domaine de la santé. Et la géomatique va donc pouvoir être comprise comme étant l'utilisation de l'informatique dans la géographie. C'est une notion ou un terme qui a été proposé par Bernard Dubuisson en 1960. Donc, c'était un Français, un expert dans ce domaine-là. Et donc, dans la géomatique, on trouve les systèmes d'information géographique. Donc, les cycles sont inclus dans la géomatique. Ce qui fait que la géomatique est plus large que les systèmes d'information géographique. On verra plus loin ce que composent les systèmes d'information géographique. C'est pourquoi je disais tantôt que la géomatique, elle, c'est une notion centrale, principale, qui couvre toute l'activité de la géographie avec l'informatique, d'où ce mot déjà de géomatique. Donc, c'est le secteur
où c'est le domaine le plus vaste en d'autres termes. C'est comme si on disait santé publique. On ne va pas préciser, par exemple, l'épidémiologie, on ne va peut-être pas préciser la santé communautaire, entre autres. Donc, la santé publique étant la grande famille, c'est un peu l'équivalent de la géomatique dans ce contexte. Alors, quand on parle géomatique, quelles sont donc les activités de la géomatique? Les activités de la géomatique consistent, on l'avait vu dans sa définition, à acquérir les données. Et il s'agit des données géographiques, bien entendu. Cela va passer par la numérisation des données. Ça peut être, par exemple, scanner des informations depuis un satellite. Ça peut aussi être le référencement des positions GPS sur le territoire. Et ce GPS, comme on le sait bien, c'est le Global Positioning Systems. Donc, c'est un système de positionnement global qui nous permet d'enregistrer un point qu'on va appeler finalement géoréférencé. On peut acquérir de la donnée géographique aussi par la photographie aérienne. Donc, autrefois, on voyait bien les avions militaires qui peuvent survoler un endroit et on fait des photographies et après on compose. Et bien entendu, les drones le font aussi maintenant de façon plus efficace, et de même que les satellites. Donc, tout cela nous permet d'acquérir en fait les données géographiques. Donc, il y a différents moyens de le faire. Tant que vous pouvez vous positionner avec votre GPS sur le terrain, prendre les positions, quelqu'un aussi peut-être dans le ciel et avoir les informations mieux que vous parce que ça va coupler des images plus la position géoréférencée et ça donne une meilleure appréciation de l'occupation du territoire. La deuxième activité de la géomatique consiste à archiver ou du moins à gérer ces données-là une fois qu'elles ont été acquises. Et on les gère dans les bases de données comme n'importe quel type d'information ou de données, on les stocke dans les bases. Et puis c'est là où on pourra les injecter dans les systèmes d'information géographique. Et on voit bien encore une fois que le système d'information géographique est estimé à un minima ici dans toute la géomatique. Par après, il s'agira d'analyser ces données-là. On parle donc de géotraitement ou de géostatistique en fonction de l'information que nous cherchons, en fonction des analyses que nous allons réaliser. Finalement, la dernière activité de la géomatique va consister à afficher ou à diffuser, voire partager cette information grâce à la cartographie ou au web mapping. Le web mapping, c'est la cartographie, mais basée sur le web, donc basée sur Internet. On le fait très souvent quand on va sur le Google Maps, on ajoute des points, etc. Tout cela consiste à faire du web mapping. Donc, en gros, les activités de la géomatique sont au nombre de 4. D'une part, l'acquisition des données géographiques, suivi de l'archivage ou la gestion de ces données, suivi de l'analyse et finalement de l'affichage ou la diffusion ou encore le partage de cette information. Comment la donnée géographique est représentée et comment est-ce qu'on les reconnaît? Les données géographiques sont divisées en 2 catégories. On parle de vecteurs, on parle aussi de rasters. Les vecteurs consistent au point que nous dessinons sur une carte pour représenter une information. Ça peut aussi concerner des lignes ou alors des polygones. Tous ceux-ci sont en fait on va dire des figures géométriques qui nous permettent de représenter un objet sur une carte. Par exemple, on voit sur l'illustration de ma droite, sur la partie supérieure, qu'il y a des points à ce niveau-là. Donc, à partir du 3, on voit des points qui représentent une route. Okay? Là aussi, sur la ligne 4, on a des points accidentés. Et aussi sur la ligne 2, on a des points accidentés sur Tamaracet et Agadez ici. Donc, les points sont utilisés comme vecteurs pour représenter les données géographiques. De même, on peut voir des lignes. On a une ligne là, par exemple. Si vous voyez mon dessin, on a aussi une ligne là. Mais l'ensemble de ces lignes va former, par exemple, un polygone. Donc, une figure à différents côtés. Par exemple, là, j'essaie de reproduire cela. Peut-être un polygone. Ça peut représenter, par exemple, un territoire, ça peut représenter un pays, ça peut représenter une commune, ça peut représenter un bâtiment, en tout cas une occupation du sol. À côté des vecteurs, on a aussi les rasters. Les rasters sont aussi des types de données géographiques qui sont des types de données beaucoup plus intéressantes parce que c'est les données numériques. Et là, on parle des cartes thématiques. Ça peut être, par exemple, des cartes qui représentent la végétation
ou des cartes qui représentent le sol ou les élévations, ou alors des cartes qui peuvent avoir des thématiques pour représenter un secteur donné. À titre d'exemple, on peut avoir une carte thématique sur les établissements de santé sur un territoire. Donc, dans ce cas-là, on pourra voir les différents établissements répartis sur la carte. Donc, il s'agit là d'une carte thématique. On parle aussi des images satellitaires comme des rasters, parce que ces images-là, elles sont lourdes, elles donnent beaucoup plus de détails et on peut les agrandir à différents degrés afin d'apprécier ce qu'ils cachent. En dessous, là, on a une photographie raster, là, d'une image satellitaire. Donc, on voit que de visu comme ça, on n'a pas plus de détails. Mais au fur et à mesure qu'on va développer cette information, on va descendre jusqu'à avoir des détails près. Donc, c'est un peu la différence entre les données vecteurs et les données raster. Les données raster sont en fait une sorte de photographie d'une situation donnée prise à différents niveaux, satellites, vue aérienne ou encore des modèles numériques de surface ou des cartes thématiques qu'on aurait conçues. Contrairement aux vecteurs qui sont, eux, c'est comme des schémas que nous faisons à la main, des dessins que nous faisons à la main. Et les vecteurs sont beaucoup plus utilisés pour cartographier un territoire. Par exemple, nous allons dire que nous allons cartographier les quartiers du point G. En fait, on va cartographier tous les objets qui sont au point G. École, établissement de santé, marché, parking, route, pharmacie, quoi d'autre, végétation, tout ce qui s'ensuit. Si on fait ce travail-là, eh bien, nous sommes obligés plutôt d'utiliser les vecteurs. Utiliser des points pour délimiter ou alors des lignes pour représenter, par exemple, une route ou un bout d'une route, des polygones pour les bâtiments, entre autres. Donc, ces vecteurs-là sont dédiés principalement pour cartographier, tandis que les rasters sont utilisés principalement pour explorer de la donnée géographique. Bien. Alors, à présent, parlons du système d'information géographique. Je disais à un moment donné que le système d'information géographique est une composante de la géomatique. En effet, parce que le système d'information géographique, est, comme son nom l'indique là, est un système qui va permettre de créer, d'organiser et de présenter les données alphanumériques spatialement référencées ou géoréférencées. C'est comme si je prenais un point, un coordonnée GPS, j'essaie de représenter cela sur une carte et je vais donner un nom à ce point en disant voilà, ça c'est la facture de médecine du point G. Le fait que je représente cette information sur une carte, c'est comme si donc je faisais du SIG, du système d'information géographique, parce que j'ai créé le point d'abord et ensuite je l'ai présenté par après en donnant un nom sur une carte. Donc, j'ai géoréférencé un point. Donc, les SIG vont nous permettre, c'est cette discipline-là qui vont permettre l'établissement des cartes et des plans d'un endroit donné, d'un pays ou du monde, comme on a l'habitude de le voir sur les cartes. Avant, même maintenant, ça existe des cartes touristiques qui sont vendues, par exemple, au Musée national. Je me rappelle bien, souvent, on en achetait la carte de la ville de Bamako ou du Mali avec différentes échelles et différentes vues. Maintenant, avec la technologie, je pense que c'est peu utilisé, mais quand même, les professionnels savent de quoi je parle et ils ont l'habitude de l'utiliser. Alors, les sites vont donc servir à couvrir les activités de la géomatique en termes de traitement, de partage et de diffusion de l'information, parce que si la géomatique permet d'acquérir, de gérer en termes d'analyse puis de diffuser, les SIG sont un meilleur moyen de diffusion de l'information géographique. Ça permet aussi la représentation en 2 dimensions, mais les rendus en 3 dimensions ou mieux les animations vont dépendre des outils que nous utilisons. Le plus souvent, la 2 dimensions est la possibilité la plus rencontrée quand on est avec les SIG. Le 3G, bon, ça va vraiment dépendre de la qualité de l'acquisition qu'on a fait de nos données. Alors, il faut faire la distinction entre le SIG, donc le système en tant que tel, et un logiciel. Un logiciel qui peut avoir comme but de pouvoir traiter l'information géographique ne doit pas être assimilé à tout un système qui, lui, va permettre de gérer cette information-là. À titre d'exemple, on va citer QGIS
ou ArcGIS, qui sont des logiciels de gestion de l'information géographique. Ce sont des logiciels de géotraitement. Okay? Alors, quand on dit SIG, on ne doit pas penser systématiquement à ces logiciels-là. Mais quand on dit un logiciel SIG ou un logiciel SIG, à ce moment-là, on peut penser à outils. Mais quand on parle de SIG de façon globale, il s'agit de tout un système qui va consister de la collecte jusqu'à la diffusion. Alors que les logiciels en tant que tels ne vont pas faire de collecte. Les collectes sont faites à travers des outils qui ne sont pas des logiciels. On doit acquérir de l'information soit par des appareils GPS, soit par des satellites, soit par d'autres outils de 3 dimensions. Mais ils ne sont pas les logiciels qui vont acquérir cela. Donc, amener les logiciels au site, ce sera vraiment une diminution incorrecte des systèmes d'information géographique. Donc, il faudrait faire attention à ces deux notions-là, même si par abus de langage, il nous arrive de dire qu'un site est un logiciel. Mais non, on a un logiciel SIG, un logiciel site. Alors, quels sont donc quelques outils qui nous permettent de faire la collecte de données géographiques, donc de la collecte de données sur le terrain? Il y a différents outils et tous vont dépendre de l'activité que nous faisons. Ici, j'en cite 4, mais il y en a beaucoup plus. Je commence là par OSM Tracker, qui est un outil basé sur OpenStreetMap. OpenStreetMap qui est quand même une base de données assez conséquente de bénévoles de la cartographie libre. Et ça permet donc, cette application-là, de pouvoir tracer ton itinéraire, ton parcours, d'ajouter des points, comme on l'a vu avec les vecteurs, un point, une ligne ou des polygones, si on veut représenter quelque chose. Et OSM Tracker permet aussi de verser son contenu, donc les données que l'application aurait capturées, de les verser dans un logiciel SIG pour le traitement. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. On peut même s'amuser à mesurer à mesurer son parcours. Hein. Si on quitte de chez soi, faire le tour et puis on revient à la maison, on regarde son OSM Tracker et il nous dessine un peu le parcours qu'on a fait, etc. Donc, c'est ça encore beaucoup plus matérialisé si on peut traiter cette information depuis un autre outil qu'on appelle GOSM, qui est donc le logiciel couplé à OSM Tracker. On a un second outil qui, lui, s'appelle Vespucci. C'est un outil qui se base aussi sur les données d'OpenStreetMap. Vous allez peut-être dire, mais pourquoi OpenStreetMap tout le temps? Parce qu'en fait, OpenStreetMap, c'est la base de données gratuite libre d'accès. C'est pourquoi il y a beaucoup d'outils développés là-dessus. Il peut y avoir d'autres fonds des cartes, mais ça peut être des fonds des cartes payantes, donc réservées. Et les applications du mal pour le coût d'accès d'utiliser ces données-là. Donc, c'est pourquoi le domaine du libre est assez prisé. Donc, Vespucci, il faudrait faire la distinction que ce n'est pas un lecteur de cartes, en fait, ce n'est pas une application qui nous permet de lire les cartes ou une application de navigation. Les applications de navigation sont ceux-là qui nous permettent de nous guider. Par exemple, on dit oui, tournez à droite, votre destination est à gauche, en 150 mètres. Donc, des applications comme ça pour la navigation, ça n'en est pas un, Vespucci. Mais Vespucci va vous permettre de modifier les données dans OpenStreetMap. Du genre, il y a un point qui existe dans la base de données, mais vous trouvez que ce n'est pas bien positionné. Donc, vous corrigez les points de cet objet sur le territoire et donc, il vous permet facilement de faire cela. Mais vous avez besoin d'un compte OpenStreetMap pour pouvoir utiliser cet outil. Parce que, comme je le disais tantôt, OpenStreetMap, c'est bien une base de données, mais une initiative ou une plateforme dédiée à une communauté tout autour qui permet de référencer, qui permet de cartographier, qui permet d'utiliser et de mettre à jour régulièrement les données géographiques. Donc, c'est toute une communauté et je pense que j'ai eu la chance de participer à une formation où on a créé un compte dont on a cartographié quelques bouts et dans chaque pays, il y a un organisme ou en tout cas une représentation de cet organisme, OpenStreetMap Mali, qui existe, qui font donc des activités de mapping, donc de cartographie des endroits, et ils font beaucoup d'activités. Ça fait que la couverture de géoréférencement du pays va s'agrandir. Et c'est la seule façon de pouvoir naviguer après de façon claire et nette. Donc, je pense qu'ils ont toujours besoin de bénévoles pour faire ce travail-là, mais
c'est technicité dépendant et c'est temps livre dépendant. Le troisième outil, Maps.me, je suis sûr que certains d'entre vous connaissent cet outil qui est utilisable sous Android, sous iOS, donc sous les iPhones, mais aussi sur les BlackBerry. Ça fournit des cartes hors ligne. Si la majeure partie des outils de navigation ou des outils de cartographie sont Internet dépendants, Maps.me a la particularité d'être utilisé offline, donc même si on n'est pas connecté sur Internet, puisqu'on peut télécharger les cartes sur l'outil et de naviguer. Donc, on peut naviguer avec. Et ces données viennent encore une fois d'OpenStreetMap. Donc, en restant dans la même catégorie que Maps.me, il y a d'autres outils de navigation comme Cegid qui est aussi un outil assez intéressant que j'utilise personnellement pour la navigation. Et ça me permet aussi de marquer les endroits que je fréquente pour pouvoir me retrouver facilement. Et j'avoue que c'est un outil qui m'a aidé quand même une bonne fois à l'étranger quand je me suis perdu. Donc, c'est pour dire comment ou pour dire combien c'est des outils qui permettent d'aider quand on sait les utiliser. Ça, c'est juste dans la navigation et encore moins dans le domaine de la santé. Alors, le dernier outil que je vous propose, qui est ODK de Open Data Kit et Kobo Toolbox, c'est un outil qui est, je dirais, que je recommanderais pour le personnel de la santé qui désire faire des enquêtes sur le terrain, parce que c'est un outil d'abord qui s'installe sur la tablette, qui s'installe sur le smartphone, mais qui a aussi une interface web qu'on peut utiliser sur son ordinateur en ayant un compte d'accès. Et c'est un outil qui permet de concevoir un formulaire. Donc, votre fiche d'enquête, on peut concevoir cela et prévoir, bien entendu, les aspects de collecte de données géographiques. Par exemple, si vous avez une étude multicentrique et vous collectez des données, donc à chaque fois que vous vous déplacez avec votre outil de collecte de données, on va collecter par la même occasion les données géographiques. Alors, cela va permettre après, lors de votre géotraitement, de savoir quelle donnée a été collectée à quel endroit de votre site d'étude. Ça peut être intéressant s'il y a des enquêtes d'envergure, du genre même les EDS ou alors les enquêtes de ménage ou les enquêtes de population, le RGPH par exemple. C'est très intéressant de coupler la collecte des données géographiques parce que ça permettra de savoir d'une part où est-ce que la donnée a été collectée, mais aussi de savoir si cette personne-là, cet enquêteur-là est au bon endroit ou a collecté au bon endroit, là où il a été réparti. Donc, ça permet d'une part de faire le contrôle de qualité, mais ça permet aussi d'avoir de la précision par rapport à un endroit donné. Et cela va s'ajouter à d'autres fonctionnalités de Kobo Toolbox qui va donc permettre une représentation spatiale instantanément de vos données parce que la synchronisation, elle peut être faite régulièrement, même si l'outil va permettre de gérer l'enquête terrain en mode offline. Donc, dans les prochains slides, je donne un peu plus de précision sur cet outil-là, qui me paraît l'outil clé. En fait, si vous devez retenir un outil de secours pour la collecte des données, je pense que si vous citez Kobo Toolbox, moi, je suis content. Donc, on voit là à gauche la fenêtre de connexion qui nous permet de nous connecter à notre plateforme. Donc, c'est une plateforme aussi sur laquelle il faut avoir un compte utilisateur. Donc, c'est là où on va gérer nos données, c'est là où on va concevoir nos formulaires et c'est là où on pourra aussi gérer les données en termes des données collectées, que ce soit quelle que soit la thématique donnée, par exemple, si c'est des données de nutrition sur les individus ou sur un village ou sur un ménage, peu importe, ça dépendra du questionnaire que vous avez mis en place et vous pouvez l'utiliser aisément, représenter vos données sous forme de tableau, les exporter en Excel. Bref, ça vous donne la possibilité de faire autant de manipulation de données que possible. Pourquoi Kobo Toolbox? Parce qu'on sait que c'est un outil qui s'est imposé de par son expérience d'utilisation, mais aussi de par les organismes qui le soutiennent. On sait qu'il y a des organismes qui évoluent dans l'humanitaire, qui l'ont énormément utilisé et qui continuent à l'utiliser. Et il y a beaucoup d'enquêtes nationales de par nos grandes institutions de recherche qui utilisent cet outil-là
L'INSP, par exemple, fait beaucoup d'enquêtes avec cet outil-là, par exemple, ODK, CoboToolbox. Donc, c'est un outil finalement connu, prisé dans le domaine de la santé. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un outil qui a la cote, qui mérite d'être connu parce que c'est un outil gratuit, facile d'accès, facile de prise en main, d'utilisation assez fluide. Donc, ça ne nécessite pas d'être forcément un informaticien ou d'avoir des compétences à ce niveau-là pour pouvoir l'utiliser. Il suffit juste d'avoir une petite formation là-dessus et concevoir son formulaire et puis on mène son enquête tranquillement. On est assez autonome, en fait. Donc, ça, c'est un peu l'intérêt de CoboToolbox, donc qui est finalement le dernier outil que je vous présente. Et vous l'aurez compris, en quoi peut être utile les outils de collecte de données ou le système d'information géographique dans le domaine de la santé. C'est pertinent du moment où on est dans un contexte de pandémie. On peut donc facilement pouvoir repérer les points où il y a des flambées d'épidémies ou même de n'importe quel autre état de santé d'intérêt que nous voulons surveiller. Je vais vous mettre en contexte en quoi c'est important. Par exemple, dans un système d'information, on va dire clinique, où on renseigne l'épidémie et que vous devez déclarer obligatoirement. Okay? Et donc, la question qu'on se pose, oui, vous avez eu un cas, mais on va dire où est situé le cas, la localisation du cas. Si vous dites que c'est un cas qui est à Konobougou, mais c'est assez vague à Konobougou, c'est tout un périmètre. Si vous dites que c'est situé au Bancoli, ben c'est tout un périmètre, ce ne sera pas facile d'investiguer dans ce sens-là. En imaginant que vous devez, par exemple, faire des investigations en termes de tests ou en termes en tout cas d'analyse tout autour de ce point-là. Donc, vous comprenez bien l'enjeu d'avoir un point précis de l'adresse de ce patient-là. Et là, vous ne pourrez l'avoir que lorsque vous allez utiliser des systèmes d'information géographique couplés à votre application de santé. Donc, ça, c'est un intérêt important. C'est aussi important si vous êtes en intervention, par exemple, vous travaillez pour une ONG ou un programme qui intervient dans un secteur donné et vous devrez livrer, par exemple, des consommables. Ça peut être des médicaments, ça peut être n'importe quel type de consommable. Et vous regardez la carte, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de bonne route qui mène de votre point de départ jusqu'à votre point de destination sur la carte. Et que vous vous rendez compte que la route est soit pas goudronnée ou c'est accidenté ou que c'est pas pratique. Donc, cela va vous permettre d'adapter vos moyens de transport au terrain. Ça, c'est quelque chose de bon à savoir avant même de partir. Et c'est encore intéressant si vous pouvez avoir une image satellitaire qui vous donnera la représentation, en tout cas à un temps proche de la réalité de votre parcours. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et de plus en plus, on pense aussi à utiliser des drones pour baliser un peu le terrain avant même le départ des équipes sur le terrain. Donc, ces drones aussi vont faire des photographies de l'itinéraire que vous allez suivre afin de pouvoir éviter certains risques, surtout dans ce contexte d'insécurité que nous connaissons bien. Alors, donc ça, c'est deux bons points. Et un troisième bon point pour l'utilisation des systèmes d'information géographique dans la santé, c'est pour voir notamment les couvertures en termes d'infrastructures sanitaires. Par exemple, on veut savoir si dans une région donnée ou dans une commune donnée ou un district sanitaire donné, combien de centres de santé on dispose. Et parmi ces centres de santé, on peut faire des cartes climatiques pour savoir quelle est l'offre de services de ces centres de santé. Est-ce que tous ces centres de santé offrent des PMA? Est-ce que tous ces centres de santé offrent des soins SUNUB, etc. Donc, ça va nous permettre déjà sur la carte d'avoir une information de base. Mais bien entendu, qui parle d'information va parler de mise à jour de l'information parce qu'une donnée qui a été collectée ou enregistrée en 2010, eh bien, si on ne met pas à jour cette information-là, on a l'impression d'avoir la même information alors que les choses auraient changé entre-temps. Donc, collecter la donnée, c'est une chose, mais mettre à jour l'information, la donnée, c'est encore mieux. Donc, la cartographie, c'est aussi ça. Aujourd'hui, on peut cartographier un secteur, du moins prenons un quartier périphérique. Je ne sais pas moi quel est le bel exemple que je pourrais prendre, mais voyons du côté de Djalakoroji peut-être. Enfin, maintenant, Djalakoroji est peu peuplé, mais si on remonte à 5 ans avant,
et qu'on cartographiait, on voit que l'occupation au sol n'était pas aussi intense. Mais maintenant, quand on cartographie, il y a eu beaucoup de nouveaux bâtiments qui se sont construits, il y a eu plus de voies qui se sont dessinées entre-temps. Et donc, si on ne met pas à jour cette carte, on a l'impression qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'accès. Mais par contre, il y a un accès, d'où l'intérêt de cartographier régulièrement les territoires. Et c'est là un intérêt particulier d'OpenStreetMap, notamment la communauté OpenStreetMap et de chaque pays qui œuvre à ce que les données soient actualisées, à ce que les objets, comme on l'appelle, les objets au sol, soient représentés sur la carte. Alors, est-ce que Kobo Toolbox nécessite des frais? Non, Kobo Toolbox, pour la fonctionnalité de base, ne nécessite pas de frais. Il suffit juste de télécharger l'application sur Play Store, vous installez, et avec votre compte d'accès sur la plateforme web, vous pouvez connecter votre smartphone qui va donc récupérer les différents questionnaires ou ce qu'on appelle les enquêtes sur votre téléphone et vous administrez votre enquête. Vous pouvez donc installer votre enquête sur beaucoup de smartphones si vous êtes plusieurs à mener l'enquête ou sur un seul équipement si c'est le seul à faire. Donc, c'est en tout cas facile d'utilisation. Cela en réponse à la question de Dr. Diakité. Donc, je vous remercie pour l'intérêt de ce cours. C'était pas long et ça donne juste un focus sur ce que vous devez savoir. S'il y a des questions, je les prends volontiers. Merci pour votre attention.